On a cessé de me reprocher toutes les choses qui ont fait le succès du Pacte des loups. Par exemple, le nombre de gens qui m'ont reproché le plan sur Monica Bellucci, nue, qui devient une montagne, voilà, qui se couvre de neige et qui devient une montagne, ce plan, c'est le plan dont tout le monde me parle quand je voyage autour du monde. Tous les gens me parlent de l'arme de Vincent Cassel quand je voyage autour du monde. En Corée, ils m'en parlaient. Ils me disaient « Ah, quelle idée extraordinaire !» C'est-à-dire qu'en France, on a vraiment un parapluie ouvert dans le cul. En fait, il n'y a jamais eu de copie HD de ce film. C'est-à-dire que le stade intermédiaire qu'a connu à peu près tous les films, ce film-là n'a jamais connu. On est parti d'une copie SD standard et on passe directement au 4K. Donc les gens vont avoir une surprise. Et en plus, on a décidé de refaire le mixage, à l'identique d'ailleurs, comme l'image, mais en Dolby Atmos. Donc tout ça, ça en fait un objet aujourd'hui très, très, très fort. Mais évidemment, il fallait pour ça avoir un vrai financement, parce que une restauration comme ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'une simple restauration à partir d'éléments standards. Là on a conduit une Rolls-Royce, quoi. Et quand justement on retravaille comme ça son œuvre, comme ça 20 ans plus tard, est-ce qu'on n'a pas cette envie de se dire « Ah, ça je le retoucherai, j'ai envie de le refaire, cette partie-là » C'est un le peu risque. comme George Lucas l'a fait avec Star Wars. C'est abominable. Mais c'est horrible. Est-ce qu'on a quand même cette envie quelque part, mais on se retient de ne pas le faire? Non, moi non. Alors pour une raison simple, d'abord je suis cinéphile, et je dirais presque, je suis plus cinéphile que cinéaste. C'est-à-dire que pour moi, la préservation des films et la façon dont on regarde les films, la façon dont le film finalement existe dans l'œil du public, et surtout l'œil de ses admirateurs, avant d'être l'œuvre de quelqu'un, pour moi, ça a du sens. C'est une forme de philosophie. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à partir du moment où un film sort, surtout quand il a du succès, il appartient aux gens. Il ne m'appartient plus à moi. Moi, je suis le dépositaire de l'intégrité du film, des histoires qui se sont déroulées pour arriver à faire ce film. Je connais ce film parfaitement, mais le film ne m'appartient plus. Il appartient aux gens maintenant. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais changer quoi que ce soit dans le film que les gens ont aimé. Et puis d'autre part, pourquoi vouloir essayer de rajeunir un film qui, à mon sens, était en avance déjà sur son temps? Et aujourd'hui, quand je dis ça, c'est pas par flagornerie, c'est-à-dire que on sait tous que la proposition de cinéma du Pacte des loups s'est finalement concrétisée. C'est-à-dire l'idée d'un cinéma très métissé où on invite beaucoup, surtout les influences asiatiques, à l'intérieur du cinéma occidental. On voit bien que ça s'est passé. Finalement, c'est réalisé. Donc le film était quelque part en avance. Donc pourquoi essayer de rajeunir un film qui était quand même déjà en avance sur son temps? Je ne vois pas, ça n'aurait aucun sens. Quand j'ai attaqué la restauration du Pacte des loups, j'ai fait projeter à l'équipe, qui était d'ailleurs l'équipe d'origine du film, le monteur d'origine, les mixeurs d'origine, etc. On a fait une projection d'une copie standard à peu près potable du film, parce que le film a quand même 20 ans. Donc on a tous regardé, et à la fin de la projection, j'ai dit, voilà, on fait ça. On ne fait pas autre chose. C'est le film qu'on fait. On ne va pas raccourcir des plans, on ne va pas changer de choses. On va simplement transposer à l'identique ce film sur un support qui est évidemment beaucoup plus performant en termes de détails, de texture, évidemment à travers un système sonore absolument incroyable. Donc le film a gagné en puissance et en muscles, mais c'est le même film. C'est le même film. Il était hors de question d'aller changer quoi que ce soit. Bien sûr que si je faisais le film aujourd'hui, je ne le ferais pas de la même façon. Il y aurait certainement moins de plans, on va dire les choses comme ça. Mais ce film représente un moment je me rappelle, quand j'ai fait le Pacte des loups, j'étais très impressionné par The Rock de Michael Bay. C'est un film qui m'avait soufflé au niveau technique, etc. Et je me rappelle, chaque fois que les gens m'en parlaient, je disais, avec le Pacte des loups, on va faire le The Rock du film en costume. Et donc, c'était l'idée de base. Je ne vois pas pourquoi je vais changer ça. Les gens aujourd'hui peuvent dire, oh là là, oui, finalement, le Pacte des loups, c'était une espèce de film à la Michael Bay, etc. Oui, par franchise, je le dis, c'est vrai. C'était aussi un film sous influence du Dernier des Mohicans de Michael Mann, qui est très certainement un bien plus beau film que The Rock. Mais la façon dont le film a été découpé, la façon dont le film a été monté, était très influencée par le montage de Michael Bay sur The Rock. Donc, je ne vais pas changer les choses, c'est la vérité.
Donc le film doit garder cette vérité. Que ça plaise aux uns ou que ça déplaise aux autres. Bien sûr. C'est comme ça. Moi, je vois des films faits dans les années 30. Des fois, je trouve qu'il y a des choses qui sont super bien vues. Puis des fois, je dis ça, c'est quand même un peu daté. C'est aux gens de juger. Oui. C'est aux spectateurs de juger. Comme on dit en anglais, eye of the beholder. Les choses appartiennent à l'œil de l'admirateur. Et il faut que les choses restent comme ça. Donc du coup, au niveau des effets spéciaux, alors quand j'ai revu la restauration de 4K, je n'avais pas revu le film d'avant à l'époque, et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il a retouché aux effets spéciaux? Alors, c'est très simple. Les effets spéciaux, c'est pas que j'y ai touché. J'ai simplement pu étalonner enfin les effets spéciaux. D'accord. À l'époque, on a essuyé un peu les plates de cette nouvelle technique qui était l'étalonnage numérique. Mais l'étalonnage numérique, quand vous faites des étalonnages d'éléments composites, c'est-à-dire d'une image dans laquelle on a rajouté un élément, vous êtes obligé de faire des caches et des contre-caches. Et il fallait, chaque image, que ce cache bouge. C'était la pagaille. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens, vous fixez un élément et immédiatement l'ordinateur calcule la position de cet élément d'image en image. Ok, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a fait l'étalonnage des effets spéciaux à la va-vite. Surtout qu'ils sont arrivés très en retard. On les a inclus dans le film. On n'a pas pu les étalonner d'une manière performante. Et voilà, le film est ce qu'il était, etc. Et aujourd'hui, j'ai pu faire enfin un étalonnage correct des effets spéciaux. Parce qu'ils donnent l'impression qu'ils ont été retravaillés quelque part. Moi, non, ils n'ont pas été retravaillés. Ils ont simplement été étalonnés correctement. Non, on n'a rien touché. Non, c'est les effets spéciaux d'époque, ils sont là. Et ils passent beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, en fait, et il passe beaucoup mieux simplement parce que, par exemple, dans la copie standard du film, la bête, elle tirait des fois un peu sur le vert ou elle tirait un peu sur le magenta. Et on n'arrivait pas à rééquilibrer ça sur le fond qui était généralement un fond éclairé avec des torches. Parce que la bête apparaît massivement dans des scènes de nuit. En fait, maintenant, la bête a la couleur de la scène. Elle n'est plus une espèce de machin rajouté, un peu verdâtre ou un peu rouge. Vous voyez le contraste voilà. à l'époque. C'est-à-dire maintenant, mais j'ai pas refait les effets spéciaux, mais simplement j'ai les effets correctement. Vous avez construit effectivement un cinéma de genre qui n'existe plus ou presque pas en France, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu ce déclic français derrière. On est quand même en 2001, et il n'y a personne qui a pris la route derrière, et même vous, j'ai envie de dire. Le cinéma français tel qu'il est fait, tel qu'il est pensé, c'est un cinéma assez pépère, on va dire le mot, pour pas être plus méchant. C'est un cinéma assez pépère. Des comédies qui ne coûtent pas cher. Facile à faire, facile à écrire. Mais c'est pas pourquoi la comédie? Parce que la comédie, ça peut être fait simplement et ça peut rapporter gros. Une fois sur 10, hein, et même voire une fois sur 20. Mais néanmoins, ça peut rapporter gros. Et simplement parce que le cinéma français est fait par des gens qui sont surtout des passe-plats, qui sont surtout des gens qui font les allers-retours entre la banque, le distributeur et les chaînes de télé. Après, ils prennent 20% au passage, ils rentrent chez eux, ils sont contents, tout va bien. Faire un film comme Le Pacte des loups, c'est beaucoup de travail. C'est des risques aussi. Pas seulement des risques, c'est beaucoup de travail. Il faut se pointer à la montagne à 5 heures du matin avec des animaux dressés, des loups. Il faut habiller des tonnes de figurants. C'est ce qui fait la magie de ce métier. Mais en France, les gens ne veulent pas de ça. On l'a fait autrefois, mais on ne le fait plus. On n'a pas envie. On n'a pas envie, c'est trop risqué. Alors, les films qui ont existé, que ça soit par exemple Le Pacte des loups ou que ça soit La Belle et la Bête, qui sont des films en français, donc à gros budget, ils ont existé parce que derrière ces films, il y avait ce que j'appelle des moguls, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas exactement des producteurs, qui sont des gens, des super financiers, avec une vision du cinéma. Et dans le cas présent, c'était Pierre Lescure pour le Pacte des loups, et c'était évidemment Jérôme Sédou pour La Belle et la Bête. Ce sont des gens qui ont voulu ces films-là, pour des raisons qui leur appartiennent. À partir du moment où des personnes aussi puissantes disent « je veux ce film-là », le film se fait. Et donc, il y a un producteur qui vient et qui, sur l'injonction du chef, on va dire, va lancer le film. Mais c'est la volonté. C'est-à-dire que, malheureusement, en France, on a très peu de ce genre de super producteurs, de super financiers. On en a très peu, et surtout, c'est des gens qui n'ont pas une vision de ce qu'ils aimeraient voir au cinéma. Ils n'ont pas de vision artistique. Il n'y a pas de vision artistique.
Pour faire un film comme celui-là, ça demande une énorme préparation, ça demande des repérages très longs, ça demande surtout de travailler des storyboards, de faire des artworks, etc. C'est-à-dire de bien tout préparer à l'avance. Et les gens, ils veulent réunir les quelques acteurs, quelques comédiens rigolos, et puis en avant, tout le monde autour de la piscine et du barbecue, et on fait le film. Et on ne se pose pas de questions. Les gens ne veulent pas se poser de questions. Alors, du coup, je pose la question. Alors, je peux comprendre à la limite, je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, où on sent qu'eux aussi cherchent des cinéastes qui ont leur univers à eux. Je pense notamment à Jeunet qui est parti chez Netflix et qui a fait son film. Est-ce que c'est peut-être pas plus facile aujourd'hui d'aller produire un pacte des loups bis avec ces gens-là? Non, c'est pas plus simple? Non. Les plateformes au départ ont un peu tâtonné. Enfin, là, je donne vraiment ma vision des choses. Ouais. Elles ont un peu tâtonné pour savoir qu'est-ce que les gens voudraient exactement, et elles se sont rendues assez vite compte que en France, par exemple, il faudrait produire plutôt Emily in Paris que produire quelque chose d'un peu plus audacieux. En tout cas, des choses que les anglo-saxons, eux, savent faire bien, ou les Coréens, par exemple. Il y a d'excellentes séries coréennes sur Netflix, en particulier The Kingdom. Mais ça montre bien que voilà, chacun chez soi, chacun fait son truc. Le public français est habitué à voir, finalement, des espèces de fiction, généralement des fictions de quartier, quoi. Des choses qui se passent dans 3 pâtés de maison avec des voisins, ou des bobos, et c'est ça qu'on leur donne. De toute façon, oui, les plateformes, il y a eu un moment cette sensation qu'ils allaient produire des choses différentes, et puis en fait, maintenant, au contraire, ils donnent une image presque encore plus caricaturale de ce que chaque public, que ce soit le public français ou le public italien ou le public américain ou le public anglais, veut en fait. Et au contraire, ils accentuent encore plus le rétrécissement sur quelques schémas narratifs, tout ça. Je vois, enfin, moi personnellement, je suis abonné à plusieurs plateformes et je vois pas je vois pas particulièrement d'œuvres audacieuses. On va pas, on va pas. Non, mais c'est vrai. Et ça fait un moment maintenant qu'ils existent, surtout avec la pandémie et tout ça. Donc, personnellement, s'ils devaient faire des choses audacieuses, je pense que ça aurait déjà été le cas. Mais on voit bien que c'est en train de devenir, très, très localisé, on va dire.